Bienvenue à la 9e édition du festival online Savoie Retro Games. Aujourd'hui, pour ce nouvel entretien, on reçoit Raphaël Hernandez et Savitri Joly-Gonfard, alias les Seth Ickerman, un duo de réalisateurs qui, depuis quelques années, décoince un petit peu le cinéma français avec des visions de science-fiction assez particulières, assez dérangeantes, assez secouante, puisqu'on a une esthétique, et c'est là où on rejoint un petit peu le festival, très pop culture, un mélange de pop culture, d'érotisme. Il y a pas mal d'érotisme aussi dans vos œuvres, de musique électronique, de science-fiction, de art science. Tout ça, c'est une espèce de melting pot culturel qui aboutit, entre autres, et c'est votre dernière actualité, à Blood Machine, qui est un moyen métrage, un opéra cosmique, hein, comme il se définit lui-même, sur la musique de Carpenter Brut. Donc ce musicien, on va dire quoi? On dit du synthwave, c'est-à-dire de l'électro, synthwave, ouais. synthwave, Retrowave, darkwave. Dream pop. dream pop. Donc c'est de la musique électro très connotée années 80. Et vous avez réalisé ce film de science-fiction qui est ultra spectaculaire. Avant, vous aviez déjà travaillé avec Carpenter Brut pour le clip Turbo Killer, qu'on est à, je sais pas combien, 10 millions de vues sur Internet. Ouais, Enfin, ça a été plus de 10 millions, ouais. Ça a été monstrueux. Après, c'est le lecteur principal, ils sont encore... Mais oui, 10 millions, on va dire ça. Alors pourquoi vous avez voulu Principalement. continuer avec Carpenter Brut? C'est lui qui voulait. Bah oui, peut-être d'ailleurs. Bah, on avait entamé un clip, donc Turbo Killer, qui était déjà dans une imagerie, effectivement, années 80, dans le sens où on voulait faire quelque chose qui se démarque un peu. On n'avait pas beaucoup de budget, mais avec Savitri, on a développé des compétences pendant des années qui nous permettent de suivre une production de A à Z et de... Voilà, quand on le décide, en tout cas, même si on n'a pas beaucoup d'argent, on peut faire quelque chose, on arrive à faire des choses assez ambitieuses. Donc vous êtes très autodidacte. Ouais, on est complètement autodidacte. Ouais. Et du coup, ce qui nous plaisait et ce qui nous plaisait pas, c'était justement, on n'était pas trop fan des clips aujourd'hui. C'est beaucoup des illustrations, pas forcément d'intérêt. Enfin, il y a des choses très bien, hein, sûrement. Mais dans les années 80, c'était vraiment quand Michael Jackson, par exemple, pour ne pas le citer, faisait des clips, et il essayait de... Enfin, on dit qu'il a inventé le clip, tout simplement, et il a voulu tout de suite s'entourer de gens de cinéma. Donc il a commencé son premier clip, on va dire, qui a marqué vraiment, parce qu'il y en a eu quelques-uns avant, mais c'était avec John Landis, quand il a fait Thriller. Et c'était un vrai film, donc c'était un court-métrage. C'est des clips univers, en fait. Ouais, c'est des clips univers. Il y avait ce côté vraiment, on veut faire autant de la musique que du cinéma, autant de l'image que la musique. Elle doit vraiment se marier ensemble. Et nous, on a voulu essayer de retrouver un peu cette essence où l'aspect cinématographique devait vraiment se mêler et s'équilibrer avec la musique. Et ce qui est cool, c'est qu'effectivement, Turbo Killer a été vu comme ça, dans le sens où il passait autant dans des réseaux de cinéma que de la musique, et donc c'était super, on était très fiers de ça. Et donc il y avait effectivement cette analogie avec les années 80 dans Turbo Killer. Comment vous séparez le travail, en fait, pour que le public qui nous regarde vous définissez un peu Ça, c'est vos secret de rôles? fabrication, ça. Ah, c'est ça, C'est ça. c'est secret. C'est ça. On a notre sauce, on ne dit pas que c'est facile, mais on y arrive et on essaie de tenir le cap pour que... c'est vrai que ça peut vite capoter, ce genre de projet, c'est tellement difficile à faire. Et en binôme, il faut arriver à s'entendre, donc on ne dit pas qu'on s'entend, mais nos différences fait qu'on arrive
à provoquer des choses originales et étranges, et c'est ce qu'on trouve chacun de notre côté intéressant. Donc, mais la culture années 80, c'est plutôt Raphaël peut-être, non? Alors, ouais. mais t'es né quand en fait? Non, mais, Oui, on a chacun une mythologie un peu différente sur cette période-là. Moi, j'ai pas une grande culture cinématographique. Je rattrape mon retard maintenant, mais maintenant que j'ai l'impression d'être passionné de cinéma. Mais c'est vrai que j'ai connu très tard le cinéma, j'ai grandi sans télévision, donc c'est vrai que j'étais éloigné un peu de tout ça. Donc j'y suis venu assez tard, donc c'est vrai que j'ai pas une nostalgie particulière, un amour qui vient d'une période particulière où ça me rappelle l'enfance et tout ça. C'est vrai que t'as pas de relation avec la pop culture? Non, pas en particulier. C'est plus vraiment un amour tardif et beaucoup plus avec une maturation différente. Voilà. Et c'est intéressant, c'est comme si c'était un extraterrestre qui est arrivé sur. C'est ça. Où il avait été dans un. Il est arrivé vierge. Dans une capsule temporelle. Ou dans un caisson en hibernation, il découvre le monde. Mais ce qui est cool, c'est que tu as du coup découvert aussi les années 80, dans les années 2000 en réalité, ou fin 90. Et du coup, il adore aussi les années 80 en fait, mais sans les avoir vécues. D'ailleurs, la nostalgie, n'est pas forcément liée à une époque qu'on a vécue. Donc, non, parce que dans Turbo Killer, par exemple, vous êtes jusqu'à scratcher l'image. Parce que c'est pas de la pellicule, mais vous... Parce que c'est plus un... Encore une fois, je fais beaucoup la différence entre hommage et fantasme. C'est vrai qu'on n'a pas du tout une démarche d'hommage particulier pour tel ou tel film ou telle époque ou univers. C'est plus un côté fantasme. Donc c'est comment on idéalise une époque. Donc c'est vrai que la pellicule, nous, on n'y touchera jamais, je pense. On n'a jamais touché à la pellicule. Enfin de très loin, mais c'est comment on la fantasme. Donc c'est vrai qu'on s'est fait plaisir de donner une texture et de donner un côté organique à un monde qui est complètement virtuel et numérique, et on a envie de le rendre vivant. Ça rejoint après même le thème du film et tout ça, donc on trouve ça logique, même si ça peut faire gimmick. On s'entend bien, mais dans le clip sur Turbo Killer, c'est vrai qu'on avait boosté un peu le côté pellicule. Dans le Blood Machine, on y a été un peu plus doux, mais tout le monde nous dit que voilà, l'image, c'est vrai qu'elle est organique et pelliculaire, et c'était le but. Le but est réussi, mais le but, c'était pas non plus de faire croire absolument à telle ou telle pellicule de cette époque-là. C'était de comment on imagine que la pellicule pouvait être. Et je pense que les films de cette époque font peut-être même moins pellicule que nos films à nous, mais le but, c'est d'en tirer un charme artistique. Alors tu parles de Blood Machine, c'est vrai que là on passe à un cran supérieur après Turbo Killer qui est un vidéoclip de 3 à 4 minutes qui vous a demandé déjà un boulot de dingue. Bon, faut voir le résultat à l'écran, et on est en train de voir les images en ce moment. Et là Blood Machine, c'était encore une ambition haute. C'est un film d'une 30aine de minutes avec la même exigence visuelle, voire davantage que Turbo Killer. Comment on veut absolument passer à l'étape supérieure sur on va dire un univers aussi dingue. Quelle est la motivation pour se mettre dans un traquenard pareil, parce que c'est un truc de fou, quoi. Bah, c'est vrai qu'on a fait les choses avec Turbo Killer. Déjà, c'était une démarche assez instinctive qu'on a aussi retrouvée dans la façon de le faire. Et donc la production on s'est pas trop posé de questions, et on l'a fait assez simplement finalement. Et quand on a attaqué Blood Machine, on a déjà voulu développer cet univers qu'on avait entamé dans Turbo Killer. Alors c'est vrai qu'on parlait encore une fois de Michael Jackson et de ses courts-métrages clips. Et on n'en était pas encore là justement. On s'est dit tiens, on va encore développer ce concept. Mais ça faisait partie d'une des inspirations, en tout cas d'un sentiment qu'on avait, mais après on ne sait jamais, parce que comme tu disais, le film fait 30, enfin, on pensait qu'il allait faire 30 minutes, et il en a fait vite 50. Donc en fait aujourd'hui, à quoi ressemble Blood Machine, il n'y a pas de référence. C'est un peu, il y a quelque chose effectivement de ces clips qu'on adore dans les années 80. Il y a un côté film musical à la Pink Floyd, enfin... Mais il n'y a pas de... Je connais pas, peut-être que tu en connais.
il y a quand même, moi je trouve, une référence, alors pas directe, mais quand on voit Blood Machine, c'est tout l'univers de Métal Hurlant, qui est une bande dessinée des années, enfin un magazine des Ouais. années 80 qui regroupait des auteurs de bandes dessinées de science-fiction. Je parle plus en termes de format. Ouais. Et effectivement. Ah oui, en termes de format, c'est vrai que c'est oui, très rare. et du coup, sur le papier, Ouais. pour répondre un peu à ta première question, mais en termes de production, ça n'a pas de sens. Mm. Parce qu'on voulait faire finalement un film très ambitieux, techniquement, qui donc coûte très très cher et qui est hors format, hors système. Du coup, la question, ça a été très rapidement comment on allait produire ça. Mm. Alors, avec Savitri, comme encore une fois, on sait mener des projets sans trop d'argent, etc. On s'est dit qu'on arriverait peut-être à le faire, mais on ne voulait pas retomber dans ça et on a cherché très rapidement à le faire un minimum dans les règles de l'art, avec une production et tout ça. Et c'est pour ça qu'on a lancé d'abord un Kickstarter qui a super marché. Donc c'est un financement participatif. Un financement participatif, exactement. Et il faut comprendre, voilà, c'est ça, le film s'est fait petit à petit. La production n'est pas du tout classique. Et l'idée, vraiment, pour comprendre Blood Machine en termes de production, il fallait trouver cet équilibre entre ce qu'on appelle, nous, les films de garage, faits de briques et de broc avec nos propres compétences et sans l'aide de personne, et le monde professionnel qui a dû trouver aussi une certaine souplesse pour s'accorder à notre moyen de procéder, mais aussi nous, on a aussi dû tordre un peu notre façon de faire pour voir que les choses se fassent. Ça n'a pas été facile tout de suite, mais finalement on a réussi et le film existe, donc ça prouve qu'on a réussi à trouver cet équilibre. Il a fallu arrondir certains Ouais, angles voilà, à coups de marteau Ouais, non, il a fallu rentrer des ronds dans les... Après, c'était Dans notre rien, il n'y avait rien, il fallait rentrer. C'était notre atout aussi. Et c'est ce qui rassurait les gens, c'est qu'ils savaient qu'on savait faire ce genre d'image. Et c'est vrai que toutes les équipes et les gens qui nous ont suivis, c'était leur grande crainte. Maintenant, ils sont rassurés, mais évidemment, une fois que le film est fini. Mais avant que le film soit fait, tout le monde a peur. Nous, on savait qu'on pouvait faire ce genre de film avec tout ce qu'on avait fait avant. Et pas qu'une théorie financière ou une stratégie de boîte. C'est juste, on sait mettre les mains dans le cambouis et de manière artisanale faire ce genre de film. Après, c'est juste que c'est démesuré. On n'est que deux dans cet Ackerman et c'est absurde de faire un film, même 50 minutes, à deux. On a fait Turbo Killer tous les deux, mais c'était vraiment quand même limite. Donc là, on était quand même 50-50 entre le côté garage et le côté professionnel. On a quand même mis en tout 3 ans pour faire Blood Machine, donc c'est quand même assez long. 2 ans de post-production et 1 an de préparation où là, on n'était que tous les deux, sans financement, sans rien, pour motiver tout le monde et montrer où on voulait aller, rassurer tout le monde et tout. Mais ça reste donc très compliqué. Mais c'est vrai que nous, on a un atout qui fait que quand il n'y a plus d'argent, nous, on continue de faire le film. Alors, sur 50 minutes, il y a combien de plans à effets spéciaux dans Blood Machine? 98%. Ouais, c'est moins compliqué. Mais c'est beaucoup de ouais, sur 500 plans, il y a à peu près 400, voire plus de plans à effets spéciaux. Donc c'est sûr que c'est généreux. On n'a pas envie de faire de la SF en huis clos, effectivement. On veut faire le film qu'on a envie de voir et pas se brider, parce qu'en plus, c'est vrai qu'on sait qu'on peut le faire. Donc après, ça peut vite devenir un défaut, parce qu'après, on met du temps ou ça coûte cher. Mais on n'avait pas envie de se brider. Et c'est ce qui fait que les gens remarquent aussi la qualité là. Cette qualité, on n'est pas dans un décor tout petit, rikiki, un peu cheap, et où tout se passe dedans. On s'en critiquait ce genre de film, mais on veut être généreux et créer des films très visuels, très riches, qu'on n'a pas l'habitude de voir. Ce pied dans l'industrie, on va dire, ou dans le système, avec l'utilisation de beaux joujoux technologiques quand même sur ce tournage. Vous avez eu accès En fait, on n'a pas eu beaucoup d'aide financière en France, on va dire. On ne rentrera pas dans les détails, mais c'est vrai que bon, c'est aussi un peu de notre faute, parce qu'on arrive avec un projet où tout le monde tombe de sa chaise. C'est ça. Comment on peut produire un truc pareil. En plus, vous n'allez pas gagner d'argent. En tout cas, on ne sait pas vraiment. Enfin, on va pas. Non. C'est une aberration. C'est une aberration. Donc,
Mais en même temps, tout le monde a envie de faire ce genre de film. Et c'est ce que je voulais C'est dire, ça, c'est ça. qu'au final, Ouais. tout le monde a envie de faire ce genre de film. Mm. Et du coup, les gens qui ont mis vraiment les mains dans le cambouis, eux, ils ont fait des gros efforts, ils nous ont Mm. beaucoup aidés. Donc on a été aidés par Panavision, qui ont réduit drastiquement leurs coûts parce que voilà, ils voulaient nous aider. Les boîtes d'effets spéciaux nous ont beaucoup aidés. On a fait le film dans des studios en Picardie, les studios Lamy, pareil. Ils nous ont accueillis pendant 4 mois. Voilà, ils nous ont Mm. beaucoup aidés. Plein plan. C'est-à-dire que les gens qui font vraiment voilà, qui sont dans la matérialité nous ont beaucoup aidés à faire que les choses se fassent. Et donc c'est ça. Donc problème de financement, mais une vraie envie que les choses se fassent, et les choses se sont faites comme ça. Alors parlons un peu design. On l'a dit, il y a une vraie continuité visuelle entre Turbo Killer et Blood Machine, à tel point que au début de votre campagne de financement participatif, ça s'appelait Turbo Killer 2, il me semble, hein, le tout premier. Ouais. Ouais, il me semble que j'ai vu passer ce titre, hein, au tout C'est vrai début. qu'après on l'a un peu. Ouais, c'était plus pour aussi le lier au clip et nous aider à. Mais il y a toujours, Avant il y a le toujours film. ce lien, Mm. clairement, surtout quand on a vu le film. Bah bien sûr. Après c'est. Il y a des personnages récurrents qui reviennent. Ouais, exactement. Après, il y a, encore une fois, on n'est pas dans quelque chose de classique, et donc il y a un lien qui est lieu de l'abstrait, enfin, parce que tout le film, dans un sens, c'est une œuvre bah, j'aime pas, enfin, ça peut faire peur, parce que justement, il y a quelque chose de très concret dans nos films, il y a quelque chose de très, en même temps, d'abstrait, qui peut-être, nous, enfin, on aime que les choses soient un peu floues, et en même temps, on laisse le spectateur aller dans notre univers, mais sans qu'on le guide complètement précisément, et ce qui pour nous est propre à l'art justement. Donc certains pourront dire même que les choses se passent avant ou après, on ne sait pas si c'est une préquelle, mais ou peut-être dans une autre dimension, je ne sais pas. Bref, mais ça c'est libre au spectateur. Après, il y a, de faire son il y a propre- clairement un jeu de miroir entre Tout à fait. la fin du clip Il y et a tout à fait, même dans les la fin du images. film. Et, oui, On a voulu quand même garder un peu le thème et l'univers, euh, surtout qu'on était lié aussi aux musiciens, à Carpenter Brut. L'idée, c'était d'avoir une continuité musicale et un peu organique avec l'univers. Donc, Mais Mais on même pouvait là-dessus, pas lâcher, hein. même là-dessus, ça s'est inversé. Parce que Turbo Killer il nous a proposé de faire un clip sur sa musique, et là, on lui a demandé de faire la musique sur le film. Donc là aussi, tu vois, le miroir est intéressant, parce que du coup, il a été dans cette continuité-là, mais sauf qu'il a travaillé. Alors, je n'aime pas dire qu'il a travaillé pour nous, parce que le but a été de trouver cet équilibre. Travailler entre lui avec et nous. vous. Voilà, il a travaillé avec nous. Ouais. Comme nous, on a essayé de ne pas être juste une illustration de sa musique, mais de rentrer vraiment dans son univers et de foutre le bordel, en tout cas d'avoir notre propre personnalité à l'intérieur de son L'univers, univers. justement. L'univers, c'est un univers de science-fiction, mais pas que. On est dans une science-fiction quand même Bah, c'est pas difficile. classique. On n'est pas dans une science-fiction, on n'est ni dans du space opéra à la Star Wars, c'est-à-dire du western galactique, hein, pour faire du résumé, ni dans quelque chose de la science-fiction, ce qu'on appelle de la science-fiction art science, comme on pourrait le voir dans Interstellar ou des films comme ça. On est dans une espèce de science-fiction pop dont le maître mot pour moi est organique. Tout est organique, même les vaisseaux, les armes, le métal et la chair, un peu comme chez David Cronenberg d'ailleurs, se fondent, hein, j'ai l'impression, dans vos designs. C'est vrai que c'est même un sur peu à vos designs. l'encontre de ce qui se fait aujourd'hui. Même je parlais de la pureté, de la propreté d'image. Nous, c'est pas des choses qu'on aime. Enfin, on n'est pas. Enfin, ça peut être intéressant, mais c'est peut-être la différence entre l'ancien Blade Runner et le nouveau. C'est très beau et en même temps c'est totalement propre aujourd'hui. Oui, c'est la version Et nous, Ikea on a- Blade Runner, le nouveau Blade Runner. C'était propos d'engagement que toi. Mais nous on aurait fait Blade Runner, enfin mais son Blade Runner est on va pas- c'est sans dire qu'on aime ou on n'aime pas, mais c'est vrai que nous on serait pas allé dans ça. Enfin, on aurait essayé de rechercher justement ce qu'on aimait justement dans les années 80. Ouais, que ça ruisselle, que ça. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, de la matière, quoi. Il faut qu'il y ait de la matière, et c'est vrai que c'est à tous les niveaux, mais même de l'histoire, enfin, faut que ça sointe, faut qu'on ressente autre chose faut que ça déborde de la pellicule. Et nous, c'est vraiment quelque chose qui est très ancré chez nous. Peut-être c'est parce qu'on est européen, il y a un côté, voilà. Ouais. Il y a, Et il y a- du il y a coup, quand même mais- pas mal de choses qui ressemblent à Giger dans votre travail. Les Le- Giger. le mélange organique, mécanique. Ouais. Pour moi, c'est ce qui se rapproche le plus de Blood Machine. Quand on voit Blood Machine, des fois, on a l'impression de voir
des peintures de Giger, donc le créateur de la créature Alien, donc, qui était un designer suisse, un artiste suisse, pas que. Non, mais après, Et le en Killer influence, C'est ça. Et en influence, c'est clair que Giger ou Cronenberg, c'est vrai qu'ils ont tous des thèmes. Pour l'instant, nous, c'est vrai que c'est des thèmes et des sens qui nous est cher et qu'on a envie de véhiculer dans la chair Ouais, c'est ça. de nos œuvres. Et donc, comme voilà, on est dans cette dynamique un peu 80s, un peu métal hurlant, mais comme je disais tout à l'heure, c'est comment on fantasmerait Giger, comment on fantasmerait Cronenberg, comment on fantasmerait Moebius. Voilà, c'est ressorti comme ça de nous, mais c'était très lié en fonction du thème et du sens qu'on avait envie de dire dans notre film. Et d'ailleurs, il y a voilà, ce dialogue dans le film. Il y a tellement d'épaves dans l'espace qu'on se demande si elles n'ont pas une âme, finalement. Il y a ce leitmotiv dans ce film. On va pas expliquer le sens et tout ce que symbolise le film, mais tout a été construit comme ça. C'est pour ça que tout est organique. C'est vrai qu'on ne verrait pas dans notre science-fiction, enfin dans cet univers-là, on ne verrait pas d'extraterrestres comme dans Star Wars, c'est clair. Et pourtant, nos vaisseaux ressemblent enfin, ils sont complètement étranges et bizarroïdes et organiques. Et pourtant, quand ceux qui pilotent les vaisseaux, je les vois comme de la science-fiction ou quelque chose de très scientifique. Pour moi, je ne vois pas une technologie trop hybride. D'ailleurs, on n'a pas voulu faire d'hologramme dans l'air qui flotte, parce que pour nous, enfin, déjà, on en voit trop. Et puis, ça ne nous paraît pas très crédible pour l'instant. Enfin, c'est surtout qu'on l'a beaucoup vu, donc on a voulu faire autre chose. Mais du coup, on cherche quand même une technologie un peu réaliste, mais dans un univers complètement, avec un visuel complètement improbable, ce qui du coup crée une imagerie nouvelle, donc c'est chouette, parce que faire de la science-fiction, créer quelque chose de nouveau, c'est très difficile, parce qu'on est inondé d'images nouvelles, surtout par les productions américaines, qui nous envoient des films toujours avec des designs toujours fous, et on a quand même réussi, je trouve, à produire une image intéressante, ou en tout cas qui a interpellé, qui s'est trouvé un peu différent, donc c'est chouette d'avoir réussi de ce côté-là. On est tellement abreuvé de design, surtout depuis 15-20 ans, avec l'évolution des effets numériques, où quasiment tout est possible maintenant. Donc les designers, les réalisateurs, les créateurs se sont lâchés en fait. Donc avec l'avènement aussi de grosses sagas de science-fiction qu'il n'y avait pas forcément avant, du jeu vidéo, il y a quand même un foisonnement d'univers, de design dans la science-fiction qu'il y avait moins avant. Comment on arrive à trouver des choses tu parlais tout à l'heure, tu voulais pas d'hologramme en l'air parce qu'on l'a trop vu, mais est-ce que des fois ça bloque en disant déjà j'aimerais bien faire un truc, ça me parle, mais on l'a tellement vu que. Après, le propre des artistes, c'est souvent de créer contre, déjà. Donc c'est une manière aussi d'être créatif, c'est d'être contre. Après, la théorie, c'est difficile, mais c'est déjà de lier. Alors souvent dans les gros films de science-fiction, il y a tellement de monde qui travaille, donc tu as des centaines de graphistes qui vont travailler sur les designs, mais du coup ils sont pas en lien forcément direct avec le sens du scénario, du sens que veut véhiculer le metteur en scène. Ils produisent du dessin, quoi. Voilà ça. Nous, entre le designer et le réalisateur, il n'y a pas d'intermédiaire. Donc c'est vrai qu'entre ce qu'on a envie de dire et ce qu'on a envie de dessiner, il n'y a pas de... Donc l'originalité se crée naturellement, finalement. Je pense que du coup, tout est tellement lié entre sens et design que ça crée quelque chose d'hybride et de nouveau. Simplement, on est des réalisateurs sans prétention, mais c'est comme on peut nous qualifier. On est des réalisateurs qui avons une vision. Donc on a quelque chose à dire. Vous avez un point de vue sur l'art que vous montrez. Ouais, c'est ça. Du coup, et parfois c'est marrant parce qu'on retombe sur des imageries sans qu'on en ait conscience. Et on le dit souvent, le vaisseau qui est en forme de fer à cheval, c'est Alien. Mais franchement, c'est hallucinant, mais on ne s'est pas dit que c'est Alien quand on l'a fait. On s'en est rendu compte vraiment très tard. Ouais, c'est vrai. Parce que ça n'a pas le même sens dans notre film. Du coup, on le ressent différemment d'ailleurs. On le ressent vraiment différemment. Et on tombe sur Giger. Hein. Mais on retombe sur Giger, et tant mieux. Enfin, voilà, on aurait pu. Il y a pire comme référence. Tout à fait. Non, mais en plus, ça en mais fait c'est pour dire, on n'est pas en train de renier. Comme je disais tout à l'heure, c'est en nous, toutes ces influences. Mais je pense que c'est une manière, on dit toujours, voilà, c'est dans notre ADN, et quand on travaille, on n'y pense pas. C'est loin, mais c'est là. Et donc, ça doit forcément suinter dans notre travail.
Et donc c'est très bien, il n'y a aucune raison de renier nos influences, mais elles ne sont pas du tout conscientes. Enfin, on a une autre façon de procéder pour, en tout cas, développer nos designs et justement d'arriver à quelque chose d'original, Original, parce que c'est ça tout l'enjeu. Et justement, le fait que vous fassiez des œuvres un peu hors système, qui vous obligent à mettre les mains dans le cambouis, à avoir une préparation très longue, est-ce que justement ça vous aide à pouvoir développer votre univers plutôt que d'avoir à payer des designers C'est donc, l'avantage qui doivent rendre une certaine quantité de dessins et pas plus parce que sinon on est hors budget? C'est le seul avantage de ne pas avoir d'argent. Hmm. C'est ça, C'est le temps. Non, mais après, C'est Après, d'avoir le y a temps et des- d'avoir une certaine liberté. après c'est pas parce que d'autres personnes travaillent avec toi qu'il n'y a pas de, enfin on va les laisser faire. C'est pour ça qu'il faut trouver les bonnes personnes parce que parfois ça peut mal se passer avec des gens comme nous dans le sens où c'est vrai qu'on Vous avez très mauvais caractère. Non, pas du tout Non, justement. on a mais une vision sur les choses. on a C'est une vrai vision que surtout. on va prendre du temps à extirper la vision qu'on a chez quelqu'un d'autre. Ouais. Et Donc c'est une ça perte coûte- de temps. en fait. Ou sinon de l'argent, c'est ce qui coûte très cher dans une production normale. Donc après, c'est chacun aussi à sa méthode, chaque réal a sa méthode. Nous, on sait vite ce qu'on veut visuellement. On sait ce Après, qu'on c'est veut un pas. dosage, parce que ce sont souvent des gens. Plus tu tapes dans des gens talentueux, donc qui sont chers, plus des gens ont des choses aussi à proposer. Nous, on est complètement ouverts, on n'est pas complètement idiots, on ne peut pas tout faire. Du coup, il faut qu'on se comprenne, et si la personne après apporte, on ne va pas se mettre à l'encontre de ça, tout au contraire. Mais par exemple, sur la musique, Carpenter Brut, c'est quelqu'un qui a une forte personnalité et qui, justement. Il n'aime pas forcément travailler avec d'autres personnes, et ce qu'il nous a dit, c'est pour ça que lui, il est tout seul en réalité. Souvent les gens ne savent pas, que c'est pas un groupe, hein, c'est une seule personne qui fait tout, parce que justement il aime ça, il aime pas qu'on lui dise. Du coup là, il était confronté en plus à des gens comme nous qui sont hyper chiants, mais justement on a trouvé cet équilibre, on l'a laissé une certaine liberté, et parfois ça ne nous plaisait pas, et on lui disait, et il y a eu des moments plus difficiles que d'autres, mais au final, on s'est entendu et c'est super parce que justement, il avait quelque chose à dire et quelque chose à proposer. Et parfois même, il allait complètement à l'encontre de ce qu'on avait imaginé, mais on trouvait ça intéressant parce que je pense à ça, c'est une anecdote, mais souvent le défaut des metteurs en scène, c'est qu'ils commencent à faire le premier montage de leur film sans la musique finale. Et après, on s'habitue tellement à ça qu'on a presque envie que ça soit ça. Je sais que Alien, il y a eu des problèmes là-dessus. Finalement, la musique, c'était pas du tout ça, mais ils étaient tellement habitués. Enfin bref, il y a plein d'histoires comme ça. Et même les plus grands, ils tombent dans le panneau. Oui, parce que tu montes aussi en rythme. Oui, avec la musique, exactement. Une fois que tu as collé une émotion, c'est difficile après de Et la lui, j'ai retirer, adoré. hein. Ce qu'on a vraiment aimé, c'est qu'il en avait rien à foutre, quoi. En plus, on avait mis des musiques à lui et tout, donc il aurait pu. Vraiment, non. Ce qui l'intéressait, c'est vraiment comprendre le sentiment de la scène et tout. Et il a fait quelque chose vraiment en fonction. Ce qui est mieux, et beaucoup mieux. Et donc, il est loin d'être idiot dans ce domaine-là. Au départ, il ne savait pas trop si faire de la musique de film, ça l'intéressait. Il y a eu des moments de doute, etc. Et maintenant, je sais qu'il a envie de faire. Enfin, c'est quelque chose qu'il aurait envie de développer, qui le titille. Et encore une fois, je pense qu'il serait très bon là-dedans parce que justement, il a cette intelligence de s'intéresser aux propos et à ce que le film raconte, et pas juste de faire plaisir et faire une illustration, encore une fois. Donc c'est vraiment un artiste à part entière, donc on peut travailler avec des artistes, c'est pour ça. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais bon, nous, on aimerait bien travailler. Bon, là, il y a Rob Cobb qui est mort. Bon, voilà, ce genre paix à son âme. Voilà, paix à son âme, mais on lui rend hommage. Grand designer de Alien, Retour vers le futur. Voilà, tous les et plein d'autres, etc. 2010, etc. Et nous, on ne peut pas du tout atteindre ces gens-là. Mais si c'était le cas, on aurait adoré travailler avec Moebius. Oui, parce qu'à force de devoir, d'être obligé de faire tout seul, est-ce qu'on ne dégage pas une image aussi de gens qui ne veulent pas travailler avec d'autres personnes? On commence à le cacher, ça. On ne le dit pas trop. Je pense que pour l'instant, c'est le compte. Enfin, en tout cas, ça arrange bien tout le monde. Parce que tout coûte cher, et quand nous on fait tout, ça coûte moins cher. Sinon, on n'aurait jamais pu faire le film. Oui, voilà, le film n'existerait pas. Donc, Mais petit à petit, on essaie de changer de méthodologie de travail. On sait que travailler avec d'autres personnes, c'est forcément enrichissant. Mais travailler avec d'autres personnes, ça veut dire un salaire. C'est ça. Pour chacun. Il faut débloquer de l'argent. Nous, on ne se paye pas, donc il n'y a pas de. Et plus une personne en tout cas fait ses preuves,
Parce que nous, il y a beaucoup de gens de talent qui ont travaillé sur notre film, mais souvent, c'est souvent des profils jeunes parce que justement, ils n'ont pas encore développé leur carrière et qu'ils n'ont pas mis des prix. Et voilà, donc c'est le bon état d'esprit, quoi. Enfin, c'est des gens en devenir. Donc, ouais. Mais oui, enfin, on va essayer de travailler avec la prochaine fois, avec plus de monde. Nous, on aimerait, enfin, on veut déléguer, parce que de toute façon, ça a trop de limites, on perd trop de temps. Donc, ouais. Mais alors, pour répondre sur la Métal Hurlant, c'est vrai que c'est. Nous, on l'a pas lu, Métal Hurlant, en réalité. Un magazine des années 70-80, hein, il me semble. Et bon, on était encore trop jeunes. Après, ça a tellement été diffusé, ça a tellement influencé. Ça a irrigué toute ça a la irrigué, culture. voilà, jusqu'aux États-Unis, dans les films, encore Alien, et on y revient toujours. Et Blade forcément, Runner. ouais, Blade Runner, forcément, ça fait partie de nos influences. Mais en tout cas, on est très fiers. Et c'est vrai qu'il y a une similitude dans le sens où c'était la ligne éditoriale, c'était ça, c'est-à-dire même si ça leur plaisait pas, tel artiste n'était, enfin, c'était pas forcément quelque chose qui leur plaisait. Le rédacteur en chef n'aimait pas forcément tel ou tel truc, mais dès que c'était original, hop, je publie. Dès qu'il y avait un truc, hop, je publie. Ce qui est complètement à l'encontre de ce qui se fait aujourd'hui. On va penser inversement. Et nous, c'est vrai qu'à ce côté, on a essayé de faire quelque chose. Comme on avait une certaine liberté, parce que ça coûtait moins cher, parce qu'on faisait beaucoup de choses. Et voilà, donc on a eu cette liberté-là et on a fait un peu un film comme on l'aurait. Voilà, donc il y a une certaine fraîcheur, ça dépasse certains codes, on sort un peu de la boîte. Ce qui fait qu'il y a ce côté effectivement très métal hurlant, on n'en a rien à foutre et on fait un truc subversif ou quoi, on s'en fout. Et ça, on est très fiers. Et en plus, même dans le côté, parce que métal hurlant à l'époque, il me semble que même le magazine, il s'est fait interdire. Enfin, c'était compliqué quoi, pour avoir des financements et tout ça, etc. Ils ont jamais. Ça a toujours été... Et nous, c'est pareil finalement. Métal Hurlant qui va ressortir d'ailleurs. Oui, alors voilà, parce que maintenant c'est devenu. Une nouvelle édition. C'est ça. Ce qui est intéressant aussi, c'est cette sorte de boucle qu'il y a où Métal Hurlant a influencé tous les films que on a aimés nous. Du coup, maintenant on fait un film et on nous parle de Métal Hurlant. Donc finalement, on a réextirpé des films qu'on a aimés, le Métal Hurlant de cette époque-là. Et ce que je voulais dire, c'est qu'au final, ça existait. Et moi, je prends. Alors, par contre, les films que j'ai vus quand j'étais gamin, c'était les films de René Laloux. René Laloux qui à chaque fois travaillait avec Les Maîtres du Temps. Les Maîtres du Temps, qu'il a fait avec Moebius. À chaque fois, un artiste avec qui il a fait 3 longs métrages. Donc à chaque fois, c'était un dessinateur, un directeur artistique différent et qui faisait l'imagerie aussi de ses films. Mais les Maîtres du Temps, il y a plein de défauts et en fait on sent le manque de budget. Ça a été très 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 compliqué à faire. Mais effectivement, ça a un charme fou. Post-Star Wars. Ça a un charme fou. Moi j'adore. Il y a des idées magistrales. Magistrales et pour moi, j'invite tout le monde à le voir aujourd'hui encore une fois. C'est difficile de le trouver. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à chaque fois, c'est un mec qui voulait faire quelque chose d'un peu à part et tout. Moi sans prétention encore une fois, mais on retrouve un peu cette dynamique. En tout cas, cet état d'esprit. En tout cas, les films existent. Ils ont réussi à faire qu'ils existent. Et donc, il y a ce côté artistique qui est barré, fou, et hyper intéressant, hyper poétique, qui a vachement de charme. Et en termes de production, c'est pareil, quoi. Ça sort de l'ordinaire et ça a réussi à quand même exister. Et donc, oui, moi, j'embrasse 100% cette référence. D'ailleurs, puisqu'on parle d'univers, de design, d'influence, moi, j'aimerais bien que vous me décriviez un peu l'univers de Blood Machine au niveau de SF. Est-ce qu'on est loin dans l'avenir? Comment ça s'organise politiquement? Est-ce qu'on est dans un empire? Est-ce qu'on est dans un... Est-ce que vous avez réfléchi à tout ça, toute la sociologie qui n'est pas vraiment développée dans le film, parce que vous n'avez pas le temps et puis on parle d'autre chose, mais on le devine. Non, mais tu as tout dit. C'est-à-dire que non, on ne veut surtout pas raconter ça. D'accord. En fait, ça ne vous intéresse pas de créer les bases de l'univers? Si, ça nous intéresse, mais c'est un parti pris. C'est-à-dire qu'on ne voulait surtout pas tomber là-dedans. D'accord. Parce qu'on voulait... En fait, même parfois, certaines choses peuvent paraître naïves et simples. Et en réalité, parce qu'elles ne sont pas expliquées de manière évidente, mais il y a plein de bribes. En fait, l'univers, il fonctionne. C'est-à-dire que
on va pas expliquer pourquoi tel ou tel truc fonctionne, mais par contre, il a une certaine logique et je sais pas, moi je dis une connerie, un ordinateur, il va fonctionner d'une telle manière, il va toujours fonctionner de telle manière, il va avoir des limites, il va avoir une cohérence par rapport à ce qu'on a inventé, par rapport à l'univers qu'on a inventé de manière beaucoup plus large. Mais ce qu'on va montrer, en fait, il y a un côté très Star Wars d'ailleurs, où on n'explique pas l'univers, on rentre complètement dans l'action directe. Il y avait ce côté, cette volonté-là, et très différent qu'on aime ou n'aime pas d'un réalisateur comme Christopher Nolan, qui lui explique beaucoup son univers. Avant de se lancer dans l'histoire. Nous, c'est pas notre façon de voir les choses. Et au contraire, on aime bien que tout soit dit et là, enfin c'est là, c'est devant toi. Donc on va pas, tu l'acceptes ou pas, voilà. On va pas te l'expliquer. Mais il y a l'univers qui existe effectivement, mais même dans la caractérisation des personnages de l'univers. C'est assumé, que c'est et que c'est réaliste aussi. C'est pour ça qu'on se penche beaucoup sur ce côté très réaliste de l'image malgré tout. Et on veut que ce soit bien foutu et enfin voilà, et pour donner une tangibilité à la chose. Et à partir du moment où c'est assumé, ça marche très bien. Après, c'est clair qu'on n'écrit pas un roman. Donc c'est la différence avec un roman où tu peux expliquer un univers entier sur plusieurs tomes. Un film, c'est pas du tout ça. Et chacun son domaine. Donc à partir du moment où il y a un réalisme, je pense que le public, le spectateur rentre carrément dans il se pose pas, il accepte les règles du jeu sans problème. Donc il se dira pas le vaisseau il devrait pas voler en fait parce que ça marche pas. Il s'en fout, il accepte clairement les règles du jeu et il est embarqué dans l'histoire. Donc je pense que ça pose pas de problème. Après c'est clair que pour un roman, voilà, on tombe dans du Dune où tu peux faire 10 000 romans et partir où tu veux. C'est clair que ça serait tripant, mais c'est pas notre domaine à nous. Je trouve qu'il y a un bel exemple de la concentration de votre design, votre univers, c'est l'ordinateur central du vaisseau, qui est en même temps un ordinateur, mais en même temps une statue de farm aux courbes très élégantes. Je ne me rappelle plus comment il s'appelle d'ailleurs. C'est Tracy, voilà, c'est ça. Et donc ça, c'est vraiment, on va dire, un résumé parfait de l'univers de Blood Machine quelque part. C'est cette espèce d'intelligence artificielle, mais en même temps organique, entre l'humain, la technologie. D'ailleurs, c'est un personnage, parce que c'est un personnage quasiment, qui vous a posé pas mal de problèmes sur le tournage. Tu parles de quoi? On a imaginé qu'on pouvait construire en termes de production. C'est ça, ouais. Oui, Parce que c'est ce qui trône au milieu du cockpit, en fait, il se tourne, il parle au personnage. Il y a de l'interaction avec les acteurs, donc c'est une pièce centrale, c'est clair. Ça, c'est les limites de notre budget. C'est-à-dire que faire un truc comme ça, un robot clairement réaliste, avec que vous vouliez le faire en vrai au début. Ouais. Mais bon, ça aurait été le prix du film. Donc, non, mais je rigole pas. Ça m'étonne pas. Donc, il aurait fallu faire un animatronique. Par rapport et encore, elle n'est pas tellement articulée, donc elle est assez simple dans l'animation, mais il aurait fallu que ce soit du vrai métal. Il fallait une vraie intelligence artificielle surtout. C'est ça. Il fallait développer. Sur 10 ans, voilà, c'est ça. Et encore maintenant, avec les imprimantes 3D, je pense que c'est beaucoup plus. C'est plus faisable peut-être. Plus faisable, mais ça reste quand même inabordable pour le budget qu'on a eu, mais donc, ça aurait été quand même elle est en 3D. Faisable. C'est ça. On l'a remplacé, du coup, on l'a quand même construite en vrai, ce qui a été une aide énorme et pour aussi l'immersion dans les acteurs. Contrairement justement à Turbo Killer, où on a filmé nos acteurs sur fond vert, ce qui n'est jamais forcément passionnant. Et, rien que de faire la sculpture en polystyrène, c'est impressionnant, parce qu'elle est quand même pas mal. Mais après, pour le rendu cinématographique qu'on voulait, c'était pas au niveau, mais c'était déjà cool de l'avoir aussi précisément. Ça, ça donnait le ton. Ça a souvent été ça de son aussi, c'est le temps, l'argent et les matériaux qu'on avait. Donc, oui, parce que contrairement à ce qu'on pourrait croire en voyant vos films, vous n'êtes pas des maniaques de la 3D. Vous aimez le concret, le décor. Non, mais c'est ça, je trouve que nous, on nous parle souvent tout le temps des années 80, mais on est quand même des gens de notre époque. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, je trouve, et les meilleurs compliments qu'on puisse nous faire, ça ressemble aux années 80, mais en même temps, ça aurait pas pu être fait dans les années 80. Donc il y a vraiment ce mélange on est complètement ouvert et on adore le monde d'aujourd'hui. Mais on essaie de faire le lien entre ce qu'on aimait aussi dans le passé. Oui, puis il y a un côté pragmatique. Faire un film, c'est une matérialité et c'est un coût énorme. Donc, si tu veux arriver à faire un film, il n'y a pas de, c'est une guerre, c'est un combat. Donc, c'est des ainsi soit-il et des compromis à faire tous les jours.
Donc, si tu n'es pas assez intelligent, enfin, c'est pas une question d'intelligence, mais si tu es trop obtus ou borné dans ce que tu as envie de faire, c'est foutu, tu n'arriveras jamais à rien. Nous, le but, c'est d'arriver à faire un film. Donc, depuis le moment où on a décidé de le faire, on n'a que réajusté le tir. Et donc, le but, c'est de le réajuster comme il faut et d'être réactif dans le bon sens du terme et de ne pas ternir ou d'amoindrir le projet. Ça, c'est notre boulot en tant que c'est vrai réalisateur. qu'on n'aime pas le tout numérique. On a construit, au début, tout l'argent qu'on avait, on l'a mis pratiquement tout dans les décors pour construire une vraie base réelle. On savait très bien qu'on allait rééquilibrer ça avec le numérique. Mais ce qui était effectivement propre aux années 80, c'est qu'on essayait de construire le maximum de choses. Et à notre niveau, construire un décor, c'est aussi compliqué et aussi cher que faire des effets spéciaux 3D. Donc au final, c'est pas une question. C'est plus des choix artistiques finalement. Voilà. Mais après, moi j'aime bien dans ce que je disais de l'équilibre entre le passé et le présent. Par exemple, dans le cinéma, il y a quelques exemples. Comme Refn, encore une fois, on aime ou on n'aime pas. Nicolas Winding Refn, voilà, réalisateur de Drive. Quand il fait Drive, et qui est déjà un remake, ou un deuxième remake, je crois, enfin, bref. Mais c'est vrai qu'il a le charme des années 80, mais on sent que c'est un film moderne, avec rien que technologiquement, le son, la maîtrise de plein de techniques justement cinématographiques d'aujourd'hui. Donc on sent bien que c'est un film d'aujourd'hui, mais vraiment avec ce charme. Et je trouve que et dans le jeu vidéo aussi, je fais souvent ce parallèle, mais moi j'aime beaucoup les jeux vidéo, il y a tout un pan maintenant du rétro gaming, enfin non, pas du rétro gaming justement, des jeux rétro qui ont une gueule des années 80, mais en fait, quand tu rejoues à ces jeux des années 80, à part certains bien évidemment, mais tu te dis mais putain, mais comment j'ai pu jouer à ça, c'est insupportable en termes d'interactivité. Où c'est quand même hyper limité techniquement. Alors qu'aujourd'hui, on te fait des jeux hyper intéressants. Avec de la musique 8 bits. Ouais, non, oui, mais par exemple, putain, je me souviendrai plus du nom. J'ai adoré, là, je l'ai acheté, qui n'est pas très connu justement. Peut-être je te redirai après, tu vois. Mais tu sens que les mecs, ils adoraient genre Metal Slug, ce genre de jeu des années 80. Mais bon, Metal Slug est toujours cool aujourd'hui pour plein de raisons, mais je trouve que ça va beaucoup plus loin techniquement, dans le gameplay. On sent que c'est mature, quoi, qu'il y a eu les années 80, on les a digérés, et maintenant on s'amuse avec tout ça, mais avec toute la technologie, les moyens d'aujourd'hui, et ça donne des jeux encore beaucoup plus profonds et plus intéressants et beaucoup plus jouables, enfin beaucoup plus amusants finalement. Même si on peut trouver un intérêt dans Metal Slug encore aujourd'hui, les hardcore gamers, etc., parce que c'est des jeux très compliqués. Mais je trouve que c'est ça, c'est qu'on a fait une sorte de... Il y a une sorte de maturité dans le cinéma. Alors, le cinéma, il y a eu... on est arrivé à la fin des années 90, enfin moi j'interprète ça comme ça. Il y avait une certaine maturité, on est arrivé au bout d'un cycle, je pense. Et donc le dernier film qui est sorti, qui a fait un peu le lien, c'est Matrix. Et après, il y a eu cette explosion. Bon, c'était déjà il y a eu Jurassic Park aussi, même période. Oui, un peu avant, c'était mais d'un coup, ça a été des sagas numériques. L'explosion du numérique. Et du coup, Harry Potter, Le Seigneur des Anneaux. Ouais, alors que c'est arrivé un petit peu après, mais je veux dire, il y a eu cette folie du tout numérique. Et du coup, il faut le digérer, il a fallu le digérer. Je trouve que dans là, on les a pas encore digérés. Dans les années 80, il ne faut pas oublier aussi qu'à côté des quelques films chefs-d'œuvre que tout le monde aime, que tout le monde connaît, il y a aussi des milliers de nanars. Donc c'est vrai qu'on les fantasme aussi d'une certaine manière. Il y a le côté cheap où on se dit tiens, ça fera marrer. D'ailleurs, souvent, on voit des films qui rendent hommage à ce genre de film. Mais en fait, quand ils le regardent, quand tu as le courage de regarder ce genre de film, en fait, c'est chiant quand même. Et donc c'est comme ce que tu disais avec les jeux vidéo, enfin, il y a quand même beaucoup de déchets. Donc évidemment le point de l'iceberg c'est que c'est Star Wars, c'est tous les films qui sont au du panier, mais tout le reste, je pense une grande quantité de films beaucoup moins bons. Et si tu refais ça maintenant, ça reste quand même moins bon. Et les quelques films qui essayent cet exercice de style, en fait, ils sont au final aussi chiants. Donc l'idée, c'était pas du tout de tomber dans ce panneau-là, de rendre hommage à un cinéma particulier avec leurs défauts. Qui est très à la mode. Il y a beaucoup de courts-métrages sur le web. C'est ça, qui se repose sur le style un peu kitschos. Notamment avec David Hasselhoff, par exemple, qui essaye de faire du fan-service années 80. À partir du moment où ça reste drôle, si tu te marres, moi ça va. Ouais.
Mais si tu te fais vite un peu chier pour rester poli. Et en parlant de jeux vidéo d'ailleurs, vous auriez totalement la carrure et l'univers pour faire du jeu vidéo, vous, pour créer du jeu vidéo. À un moment, il faut choisir. Ouais, après la façon de raconter une histoire, c'est différent. Alors moi, c'est complètement différent. Mais après, c'est. Bah, ça dépend ce que tu veux dire. Parce que moi, je suis. Bon, après, c'est mon avis. Après, les jeux vidéo, il y a de toutes sortes. Hein. Il y a en toutes des sortes. très Moi, je ne narratifs suis pas aussi. très fan. Je peux y trouver du plaisir, mais j'ai pas été très fan de cette génération qui s'achève, là, on va dire. Si on dit que les consoles, quand il y a une nouvelle génération de consoles, on a beaucoup développé le côté narratif. Et on a, en tout cas sur tous les jeux AAA, et on a un peu oublié pour moi le gameplay. Alors bon, voilà, il y a deux écoles, hein, mais l'école du gameplay, l'école. Et bon, moi qui adore le cinéma, je trouve que les jeux, lapsus, qui développent ce côté narratif, même le meilleur n'atteint pas pour moi un film moyen, enfin, parce qu'on perd trop d'éléments. Ouais. Alors ça peut être intéressant justement de mêler le gameplay à ce côté narratif, mais je trouve qu'ils n'y arrivent pas, toujours. Enfin, j'espère que la prochaine génération, on perd trop en gameplay, on perd trop en interactivité. Il y a une illusion souvent de gameplay où en fait tu passes des niveaux entiers en appuyant que sur un bouton et ma grand-mère aurait pu finir les niveaux, et ça me dérange quand même. Et même si parfois le côté narratif peut être intéressant, mais moi à un moment donné, quand j'ai posé ma manette 1 heure, que j'ai l'impression d'avoir passé les choses sans avoir quand tu joué, fais ça un jeu m'intéresse vidéo, pas. tu veux jouer quoi aussi. Bah, c'est ça. Pas que regarder. Mais j'adore la narration. C'est pour ça que le jour où il y aura cet équilibre, si je prends Red Dead Redemption 2, moi j'ai adoré le côté technique, l'univers qu'ils ont créé et tout, mais je me fais chier finalement quand je joue au jeu et que je suis la narration. Et ça m'emmerde parce que j'aurais trop aimé m'amuser dans la narration, dans le jeu. Et je m'amuse plus en allant chasser un ours dans la montagne qu'en suivant les scénarios du film. Mais à un moment donné, on va y arriver, je pense. On va trouver cet équilibre. C'est un appel à l'aide, là. Hein? Ce que tu as dit, c'est un appel à l'aide, Non, on dirait non. que Non, mais je pense que, voilà, c'est... Comme le cinéma, le jeu vidéo, il y a un côté technologique. Et on évolue toujours, c'est ça qui est super passionnant. Et des fois, on fait des bons, des fois, il y en a qui font des... Voilà, d'un côté, d'une certaine façon, Red Dead Redemption, il y a un côté, waouh. Moi, j'y ai rejoué récemment, il est sorti quand le jeu? Il y a 2-3 ans. Enfin. Le 2, Et en fait, je vois aucun jeu qui techniquement, en tout cas dans une telle folie d'univers, alors ils ont mis l'argent, hein, mais il est toujours aussi incroyable, je trouve. Donc, t'as une vision d'avenir, putain, si jamais ils arrivent à... En plus avec la réalité virtuelle, tout ça, mais s'ils arrivent à... C'est le côté bac à sable aussi, univers ouvert. Ouais, mais justement, le côté bac à sable, il n'existe pas en fait. Parce que pour moi, c'est une illusion. Ça me rappelle un épisode de la 4ème dimension où le personnage il est dans un monde où tout est artificiel, le gazon est en plastique, les tiroirs dans les maisons ils ne s'ouvrent pas. Et en fait, il se rend compte qu'il est dans une maison de poupée parce que il s'est fait kidnapper par des extraterrestres. Bon, bref. Et c'est pareil, c'est-à-dire que c'est très beau, ça a l'air réaliste, mais en fait, quand tu veux faire quelque chose de machin, tu peux pas, en fait, tout est fake. Il faut vraiment qu'il y ait cette interactivité qui se développe, et là, ça sera extraordinaire, je pense. Mais bon, moi, j'ai toujours suivi les deux. J'aime le cinéma, j'adore le jeu vidéo, mais je pense que c'est quand même deux médias différents, et il faut pas que l'un essaie de trop singer l'autre, et inversement. Et là, voilà, bon bref. Oui, tu racontes différemment, autrement. Ouais, voilà. C'est comme un roman où voilà, chacun son. Je me suis jamais autant éclaté que dans les jeux justement indépendants qui justement entre guillemets reprennent certains codes des petits jeux des années 80. Et je trouve que je me suis beaucoup plus marré sur ces jeux-là que sur les AAA aujourd'hui, même si j'y trouve un intérêt tout autre. Et on parle de science-fiction, d'univers baroque, gothique, organique, un peu un mélange de toutes ces caractéristiques qui sont dans Blood Machine. Par exemple, un film comme Thor Ragnarok, qui est une espèce de fantasy pop hyper colorée. Est-ce que c'est quelque chose qui vous rapprocherait un peu plus du cinéma hollywoodien actuel, ou vous êtes plutôt le Dune de Denis Villeneuve, qui est très sobre, très austère? Je pense que tu vas répondre, tu as une réponse. Moi, je pense qu'on n'est aucun de...
Oui, mais après, on peut c'est- trouver des intérêts dans chacun, mais on n'est Ouais, aucun de c'est ces personnes-là. Mm. Même si j'ai... Ah ouais, l'idée c'est d'arriver à. Après, je pense qu'il faut toute une vie pour développer un univers qui nous est propre et on est constamment en recherche. Mais Et ça veut c'est dire vrai que le ça, côté- vous allez continuer à explorer cet univers, quoi. L'univers de Blood Machine. Ouais. Non, on est parti là-dedans, on est On entraîné est par fermé déjà on la- est fermé à rien, mais... Ça se trotte dans un coin de la tête, quand même. Vous y pensez Voilà. tout le temps à cet univers, quand même. Mais on a d'autres choses à dire. Même à si vous développer. allez faire des déviations dans d'autres choses, mais... Ouais, c'est intéressant d'avoir de faire enfin sans se comparer à lui, mais comme Tarantino, de faire des films très différents, mais d'avoir des liens entre les films, potentiellement de pouvoir. Il y a moyen de. Ouais, en tout cas, cet Pour l'instant. univers-là de Blood Machine est très particulier et dans les autres projets qu'on a en tête, ça ressemblera pas du tout à ça. Après, peut-être que si on fait un autre film, enfin, on nous dira, bah, en fait, ça ressemble quand même. Mais pour nous, je pense que ça sera la jour et la nuit, sauf si le jour et la nuit, sauf si on nous demande de refaire du Blood Machine. Après, on a, un deux ou style, trois, on a un style, effectivement, on parle souvent de ça. mais ça, on peut pas en parler. Y a que les Non, autres mais je veux qui dire, le peuvent, style, après, ça doit se retrouver forcément. Oui, c'est ça. Et lui, il est très marqué et tout ça, mais il y a quelque chose qui nous est propre, même dans nos films les plus pourris qu'on a fait avant. Et on retrouve toujours, je pense, un truc de chez nous, et j'espère, parce que sinon, ça voudrait dire que... Mais ça, on s'en rend pas compte, parce que ça, c'est la On manière commence dont à un peu dont on- l'intellectualiser quand même. Mais enfin, moi, je pourrais dire, oui, j'aime bien ça, j'aime bien ci. Et consciemment, maintenant, je vais sans complexe aller dans tel ou tel truc. Mais... Bon, pour l'instant, vous vous reposez, alors après ce long marathon Non, de jamais, machine, non Non, on est constamment en rush, c'est une course contre la montre, de toute façon, parce que faire un film, c'est tellement long. Que là, maintenant, c'est vrai qu'on tourne la page à peine là, depuis un mois Quelques ou deux. là, heures, de quelques Blood heures. Machine. Ça a duré quoi, 3 ans, hein, c'est Un pas peu longtemps. plus, Ouais, parce que bien, il y a Parce que beaucoup pareil, d'inertie. après, avec les rewards du Kickstarter, ça a pris beaucoup de temps aussi. Donc après, il a fallu quand même diffuser le film. Voilà. Enfin, bon, Parce que le film, on l'a peut-être pas dit, je me rappelle plus, mais Non. il a été, on l'a pas dit, mais il a une sortie cinéma Oui. cet été dans le parc CGR. Ouais, dans le réseau CGR. Donc Mais ça, c'est exceptionnel parce que c'est un film qui était donc c'est fait hors système C'est et ça. au début, ouais, bon, tout le monde se marrait, mais non, mais ça n'a pas lieu d'être. Et finalement, il a eu une sortie cinéma. Non, mais en fait, Et- en fait, c'est-à-dire qu'il a eu une carrière dans les festivals Ouais. et dans des trucs super. Même et pour tout. les festivals, c'était toujours compliqué pour eux parce qu'ils ne savaient pas où Mais ils voulaient le mettre, C'est ça. Mais il Parce voulait que le le mettre. 50 minutes, on ne il sait pas est- si c'est un long ou un court. C'est ça, mais ils voulaient le Ouais. mettre. En fait, finalement, dans les festivals de cours, peut-être pas tellement des cours en général, mais ils le mettaient quand même. Il devenait court quand il fallait qu'il devienne court, il devenait long quand. Ouais. Donc en fait, il Un film s'est ovnique, fondu dans tous les trucs. Et du coup, il a une vie dans ça. Et après, effectivement, il est d'abord sorti parce qu'il a été coproduit en cours de route par une plateforme américaine qui s'appelle Shudder, un peu un Netflix, mais spécialisé dans le cinéma fantastique. Et il est sorti dans beaucoup de pays anglo-saxons, jusqu'à l'Australie, etc. Et en Europe, en Angleterre, en Allemagne, bon, du coup. Mais donc dans plein de pays comme ça, donc il a eu une vie dans le système, on va dire. Et la France, il n'y avait rien, parce que là, ils n'avaient pas les territoires français. Et la France a voulu, donc, via les réseaux CGR, faire une sortie cinéma. Donc c'est la première fois. Donc, ce qui est dommage, c'est que d'autres pays auraient été intéressés par une sortie cinéma. Mais comme il est sorti sur une plateforme de streaming, c'était mort. C'est mort. Enfin, après, il y a toujours des choses possibles, même aux États-Unis. Ils aimeraient potentiellement sortir au cinéma, mais bon, avec les problèmes aujourd'hui du Covid et tout ça, ça ralentit, complique beaucoup de choses. Mais c'est vrai que c'est un film qui a ce côté. Déjà, c'est un film qui coule à voir au cinéma. Qui se prête au grand écran. Qui se prête au grand écran. Et aux États-Unis, ils voient ça comme ça serait parfait pour les séances de minuit, ce genre de truc. Donc voilà, une ramification avec Jodorowsky. C'est-à-dire qu'il y a quand même des femmes dénudées, donc ils ne peuvent pas les mettre aux États-Unis. Non, je pense que c'est pas que ça. De ce côté-là, on a plus eu des problèmes en France qu'aux États-Unis. Ah oui, d'accord. À notre grand étonnement, c'est clair, comme on a travaillé avec justement une boîte américaine, on pensait que ça allait poser problème. Et en fait, les quelques problèmes qu'on a eus, c'est plus venu de France, étonnamment, que des États-Unis, comme quoi. Mais dans tous les cas, oui, il a eu une vie au cinéma inespérée. C'était incroyable d'avoir cette sortie au cinéma, surtout vu le contexte. Je pense. Donc il y avait le film plus le making-of pour atteindre une séance d'1h30 à peu près. 1h40, ouais. Oui, et du coup, qui est intéressant, et c'est la première fois que. Je pense que c'est. Nous, on aime bien rien montrer, mais c'est vrai que l'histoire de ce film est encore atypique, et du coup, est intéressante à raconter, et c'est intéressant. Enfin, c'est pertinent de le mettre avec le film. Et les Français sont le premier public, le seul public aujourd'hui qui ont vu le film avec le making-of, donc ça donne
une interprétation supplémentaire, qui est différente et on le sent dans les critiques justement. Je pense que bon voilà quoi, c'est intéressant ouais, pour le coup de voir le making of. Ouais. Mais souvent nos making of ils ont un intérêt dans le sens où effectivement il n'y a que ce côté garage qui est toujours rigolo. Oui, qui est toujours très passionnant à regarder. Ouais. C'est vrai que dans Blood Machine, on aurait voulu garder un peu le mystère de. On n'a pas réussi. Mais on n'a pas réussi. Ouais, parce que c'est vrai que on se rend compte que c'est pas forcément un atout de dire qu'on fait tout. Alors après, on ne fait pas tout. Pris- On ne fait pas pris au tout. piège. Justement, l'idée, c'était, on a réussi à pas faire tout, ce qui est un gros progrès, Ouais, quoi. ouais, non, bien sûr. Ouais. Mais pas mal, mais pas tout. Bah, bon, ouais. Il y a beaucoup de gens qui ont travaillé sur le film, pour le coup. On a un générique. Oui. hyper oui, oui. rond. Après, il y a des gens qui ont fait pas grand-chose, mais c'est vrai qu'il y a eu vraiment des gens de talent et des gens motivés et qui redemandent que ça, quoi. Donc c'est ce que je disais. En tout cas, si on prend la France, il y a une vraie envie. Donc il y a moyen, il y a peut-être moyen de développer. Bah, on a montré que c'était possible de Oui, faire on a montré que ça c'était possible. en France, qu'il faut motiver Les troupes. les gens. En fait, tout le monde est motivé. Après, c'est sûr que ça coûte un peu d'argent, donc un peu. Donc- C'est lié à l'argent. On parle beaucoup d'argent, mais c'est vrai que le cinéma, c'est forcément lié à l'argent. Mm. Donc, ça coûte extrêmement cher. Bon, alors là, à l'heure actuelle, comment on peut voir Blood Machine Bah, alors, en pour les gens France- qui nous regardent et qui ont envie de voir le film. Ouais, alors, bah, c'est ça, quand on est un peu revenu... Que Turbo Killer, le clip, il est sur YouTube, on peut le voir. Ouais, gratuit, ouais. Non, Blood Machine, jusqu'à maintenant, alors il y a eu plusieurs... comment on dit dans au théâtre, des prolongations. Donc il a été prolongé dans plusieurs cinémas, d'autres l'ont pris. Donc CGR, ils ont une fenêtre encore, potentiellement ils le remettront, je sais pas. Là, c'est vrai qu'on arrive à la fin de ce qui était prévu. Ils ont déjà largement dépassé. Donc pour l'instant, en France, en fait, dans Blood Machine, ce qu'il faut comprendre, c'est que rien n'était prévu, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc c'est pas on n'a pas fait un film payé, financé par une chaîne de télévision. Ouais, donc il va être diffusé à la télé. Non, mais du coup, chaque chose s'est fait au fur et à mesure, aussi par la force des gens qui ont travaillé avec nous, comme Alexis Perrin, qui est producteur aussi sur le film, et qui, lui, s'est beaucoup bougé pour que les choses... au-delà de nous qui avons les mains dans le cambouis, lui en termes de production, qui a essayé de faire bouger les lignes et tout ça. Donc les choses se font à chaque fois étape par étape. C'est-à-dire que, bon, on ne dira pas qui, mais bon voilà, les chaînes de télévision au début, ouais, c'est intéressant votre truc, mais ils se sont jamais engagés, ils ont entendu que... Mais bon, encore une fois, on peut les comprendre. Pourquoi ? Parce que bon, après, effectivement, je me rappelle fallait y que croire. Mais... France 4, par exemple, avait acheté la série Métal Hurlant, du coup, qui était une série française de science-fiction. mais après, il y a quand même des Ce que je veux dire, c'est des petites fenêtres. aujourd'hui, le fait qu'il existe déjà, déjà le film existe, Ouais. qu'il soit sorti au cinéma, donc il y a des chances qu'il soit diffusé. En tout cas, on va tout faire pour qu'il soit diffusable, parce que là aujourd'hui en France, effectivement, On peut pas le voir. on peut plus le voir à part au cinéma. Là, oui. voilà. Après, chaque potentiellement. chose, si on a voulu jouer la carte aussi des festivals, donc il a tourné énormément en festival. Après, on a eu la diffusion streaming donc, dans les pays anglo-saxons, et il y a eu cette sortie cinéma en France qui se termine juste maintenant. Donc, Voilà. que plus tard, il va y avoir peut-être une sortie DVD. L'exploitation du film n'est pas terminée, mais encore une fois, ça se fait étape par étape. Donc là, au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas. Mais il ne restera pas dans nos placards. Peut-être en Blu-ray ou sur une autre plateforme. Certainement, pas. tout le monde nous le demande. Ouais. Peut-être, mais alors, ouais. Peut-être. Bon, on va bien pouvoir le voir quelque part, ce film, quand même. Bon, ouais, écoutez, merci les garçons. Bah, merci à toi, merci à Darwin. Pour nous avoir plongé dans votre univers, l'univers de Blood Machine et Turbo Killer. Et puis, merci de nous avoir suivis et on se retrouve très vite pour un autre entretien pour l'édition online de Savoir Retro Games. Ciao.